Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Petit Pilier. Comme tous les lundis, nous allons débriefer, décortiquer, analyser l'actu du ballon ovale en Nouvelle-Aquitaine. Ce soir, nos deux spécialistes sont en très grande forme. Jérôme Prévost, plume du milieu olympique. Bonsoir Bonjour. Jérôme, merci d'être avec nous ce soir à vos côtés. Clément Carpentier, plume également, mais du journal 20 minutes. Bonsoir en pleine Nicolas, forme aussi. bonsoir Ça à va, tous. Clément ? Ouais, en pleine forme. Allez, voici ce dont vous allez débattre ce soir. Le top 14, match annulé, mais pas que, carton plein pour les trois équipes de la région qui ont joué ce week-end. Bordeaux-Bègles, Brive et Pau l'ont emporté. Nous évoquerons l'équipe de France et d'abord cette fameuse bulle sanitaire dans laquelle baignent les Bleus ou sont les Bleus. Avant le début du tournoi, il sera bien évidemment question aussi d'Italie-France, coup d'envoi du tournoi Destination. Nous parlerons également de Pro D2 avec peut-être l'un des premiers grands tournants de la saison dans le haut comme dans le bas du tableau. Messieurs, on commence par le top 14. Les équipes de Nouvelle-Aquitaine se sont illustrées. Commençons par Bordeaux-Bègles, assez impressionnant à Clermont. Alors l'Union Bordeaux-Bègles assez impressionnante, Bordeaux-Bègles impressionnant. À Clermont, 38-37, formidable match. Les mots me manquent. Les mots me manquent, c'était vraiment extraordinaire. Gagner à l'extérieur, avec une équipe amoindrie par les sélections, par les blessures, avec un buteur qui à un moment donné manque 3 coups de pied, même s'il a pu faire un bon match par ailleurs, mais ce qui veut dire c'est qu'il y avait beaucoup de faits contre l'UBB de Christophe Furios, qui a réussi à s'imposer au terme d'un match spectaculaire. Et d'un sacré final. Moi, je dis bravo. Voilà, j'épilogue pas, je dis bravo. Oui, c'est vrai que c'était magnifique à voir. Et puis en plus, ça tombe du bon côté, comme on dit. Donc, non, vraiment un match hyper intéressant. Ça montre aussi les réserves et le réservoir que l'UBB a aujourd'hui. Parce que vraiment, comme l'a dit Jérôme, il y avait quand même de nombreux absents. Je crois bien 11 sur 15 en tout cas. Non, vraiment un match assez impressionnant. Ils ont tenu la distance, c'était surtout ça. On pouvait s'inquiéter de ça au fur et à mesure du match. Et finalement, comme souvent avec l'UBB, c'est le banc qui a fait la différence en fin de rencontre, avec Douglas qui va chercher la pénalité, le jeune Huleux qui marque 2 fois l'essai de la victoire, même si le premier avait été refusé. Donc oui, c'est hyper important et surtout, ça montre un état d'esprit et une ambition dans cette équipe aujourd'hui qui est très grande. Parce qu'après la victoire au Racing, ils auraient pu se reposer un peu sur leur laurier en disant voilà, on a été gagné au Racing. Et ben non, ils y retournent et ils vont gagner à Clermont. Les victoires d'un point, pardonnez-moi Jérôme Prévost, les victoires d'un point comme ça, à chaque fois, ça dénote la force de caractère d'un groupe quand même, non ? Force de caractère d'un groupe. Alors, il y a le jeu aussi, bien évidemment, mais quand même. Puis, je pense que Christophe Furios est en train de réussir son pari, c'est d'insuffler le mental de ce qu'il appelle lui une équipe, avec un grand E, à cette équipe qui est capable de garder le même niveau, même quand ses meilleurs joueurs, c'est lui qui le dit, Mathieu Jalibert n'est pas là, il reconnaît que c'est un joueur essentiel, mais il dit une vraie équipe reprend le flambeau, même quand ses meilleurs ne sont pas là. Oui, vous voulez dire un mot, Clément ? Oui, au-delà de l'état d'esprit, c'est aussi la maîtrise, parce qu'ils ont beaucoup de maîtrise dans ces dernières minutes de jeu. Et ça montre que l'équipe est en confiance, qu'elle est mature, parce que pour aller chercher l'essai à chaque fois, on en a vu des équipes essayer d'aller chercher un essai de la victoire dans les dernières minutes, et souvent le ballon tombe ou ça glisse des mains. Et eux, à chaque fois, ce qui est impressionnant, c'est qu'ils ont cette maîtrise et ils finissent à chaque fois derrière la ligne. Donc c'est assez impressionnant. Alors l'UBB est assez convaincante ce week-end, après ce gros mois de janvier, des victoires contre Lyon, Toulon, au Racing, à Clermont. Autre équipe qui a impressionné peut-être, vous allez me dire, en tout cas qui a rempli son contrat ce week-end, c'est Brive, vainqueur de Toulon, 25-23. Est-ce que c'est une vraie performance ? Oui, alors on va dire, pour être tout à fait honnête, qu'il y a le carton rouge de Toulon qui a sans doute pesé, il faut être honnête, mais le début des matchs des brivistes a été succulent. Moi j'ai vu des essais, des essais en première main sur un lancement derrière mêlée, avec des exploits des joueurs fidjiens, Bouli Roawa, Bitouni Yata, qui ont été excellents. Qui ne sont pas très connus du grand public. Moi, j'ai été séduit par ce début de Brive qui, selon moi, a assuré son maintien. Ouais, c'est vrai, ça, pour le coup, c'est une victoire très importante, surtout au niveau... Moi, je crois que c'est la 6e lors des 7 dernières journées de Brive. Oui, ça doit être ça. Exactement, ça doit être ça, la statistique. Et oui, c'est assez impressionnant de leur part de faire une telle série en top 14 quand on sait la difficulté de gagner. Mais bon, ils avaient quand même été gagnés à Pau la semaine d'avant. Donc là, ils confirment en fait contre Toulon. Toulon était peut-être un peu amoindri, a fini à 14. Mais oui, Brive, c'est solide et c'est vraiment milieu de tableau de top 14. Et c'est plus une équipe qui lutte pour le maintien. Finalement, c'est peut-être l'équipe qui est entre les deux, justement, aujourd'hui. Je crois que Jérémy Davidson est vraiment un bon entraîneur, qu'il amène quelque chose par son savoir-faire aux équipes qu'il entraîne. Il les tire vers le haut. Alors Brive, l'UBB, Brive, toutes les deux en tout cas ont fait des gros matchs ce week-end. Et que dire de la section paloise qu'on avait laissée il y a 8 jours, battue à la maison par Brive et qui va s'imposer à Lyon 18-17.
C'est incroyable, non? Ouais, petite surprise quand même, parce qu'on ne s'y attendait pas vraiment, surtout que je crois qu'ils avaient fait pas mal tourner leur effectif en faisant jouer des joueurs qui n'avaient pas joué depuis un petit bout de temps du côté de la section. Donc oui, très surpris. Après, ce qui est plutôt décevant, c'est que c'est Lyon de l'autre côté qui a été décevant aussi. Donc Pau est rentré dans le match, a tenu les Lyonnais, et puis finalement, sur la fin, ils passent. Et voilà, c'est une très bonne victoire aussi pour eux qui va les soulager dans cette course au maintien aussi, quoi. Pau se donne de l'air. Formidable Fabrice Metz, deuxième ligne, homme de devoir, qui a une sélection en équipe de France, qui a été très très bon, dans un rôle bien sûr ingrat, et c'est une deuxième ligne de devoir, je le répète, il a été magnifique, je tenais à le dire. Le message est passé. Juste un mot de La Rochelle et Bayonne. Ces deux équipes n'ont pas joué ce week-end, encore victimes du Covid. Dans les rangs toulousains pour La Rochelle, dans les rangs agenais pour Bayonne. Le match à Agen-Toulouse l'autre jour, c'était peut-être un petit foyer. Bayonne, 3 matchs de retard encore. Ça devient pénible quand même. Ouais, puis c'est difficile de voir l'avenir, de se fixer des objectifs. En fait, ils sont toujours pas 13e et barragistes, ils sont 12e, mais avec pratiquement le même nombre de points que Montpellier, je crois. Mais en fait, eux, ils ont 2 matchs en moins. Je crois que Montpellier. 3 maintenant, Bayonne. Ouais, exactement. Montpellier en a aussi un en retard, je crois. Oui. Donc c'est difficile de se projeter. Et puis c'est surtout un coup ils sont arrêtés, un coup ils continuent. On avait entendu Christophe Furios au début du championnat qui parlait pas mal de ça. C'était de trouver le rythme des semaines d'entraînement avec un match au bout. Donc oui, aujourd'hui, ça pose problème pour l'aviron bayonnais. Et c'est peut-être pour ça aussi que sur les dernières rencontres, ils n'ont pas forcément été très performants. Bayonne qui recevra Brive le 14 février. Ce week-end, il y a le tournoi. La section paloise sera à Toulouse. Et l'enchaînement est tout trouvé avec le tournoi des 6 nations. Alors, on va commencer par parler Covid-19 et notamment bulle sanitaire, la nouvelle expression à la mode après les gestes barrières, le distanciel, le présentiel, la bulle sanitaire autour des équipes de rugby. L'équipe de France va rester en vase clos pendant quoi? 1 mois et demi à 2 mois, 31, il y en a qui reviennent, pas beaucoup, qui sortent du groupe. Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire? Oui, vous allez me dire, bon, évidemment. Ils ont soumis. D'ailleurs, l'info du jour, c'est que tous les tests des joueurs négatifs et du staff du 15 de France ce lundi sont négatifs. Ce que je remarque, c'est que ça a influencé quand même l'organisation même du stage et la préparation, au sens où il y a eu un avenant signé entre la fédération et la Ligue pour demeurer à 31 joueurs. Alors que Fabien Galtier, je pense, voulait un peu plus de joueurs. Donc, si vous voulez, le Covid touche même la façon dont l'équipe de France se prépare par rapport aux desiderata de son entraîneur. Bon voilà, mais après c'est normal que le rugby de haut niveau soit impacté. Faut limiter les risques, tout simplement. Donc plus on va pouvoir mettre de choses en place pour limiter les risques sanitaires, même si pour le coup ça limite aussi le sportif, puisqu'il va falloir aussi se poser la question de savoir comment on fait quand il va y avoir, par exemple, si dès le premier match il y a 5 blessés, comment on fait? Ça veut dire qu'on refait rentrer des gens dans une bulle sanitaire. Voilà, deuxième bulle. Est-ce que c'est pas un mal? Alors un mal, c'est pas le mot, mais pour un bien peut-être, parce que les joueurs vont vivre comme un club en fait. En vase clos, vous penserez qu'à ça pendant 2 mois, très bien concentrés sur ce qu'ils ont à faire. Vous y croyez à ça ou pas du tout? Moi, je crois au talent. Vous n'êtes pas convaincu? Non, je crois au talent des joueurs, à la qualité des entraîneurs qui les préparent et la stratégie. Après, je crois que c'est des grands garçons. Ils s'adaptent comme nous, on s'adapterait à leur place. Moi, je crois que j'attends de voir le talent absolu des joueurs et j'attends de voir, de me rendre compte si les blessés vont manquer à cette équipe de France. On va parler du match en Italie après, mais juste pour en terminer avec ça, vous pensez que c'est un avantage de vivre en vase clos comme ça? C'est un peu à qui tout double, parce que vous savez, quand on parle de ces équipes qui se mettent en mode compétition pendant 1 mois et demi lors d'une Coupe du Monde de football ou une Coupe du Monde de rugby, ou dans les grandes compétitions, là, on ne sait jamais comment ça va se passer, parce que vous dites que c'est comme en club, mais pas vraiment, parce qu'en club, les joueurs peuvent rentrer chez eux, ils voient leur famille, leurs enfants. Là, c'est vraiment, vous êtes 24 heures sur 24 ensemble. Les adversaires aussi. Mais pour le staff, c'est bien, ils ont les joueurs sous la main. Ah oui, pour le staff, ils peuvent les surveiller. Non? Ouais, mais je vous dis les adversaires aussi, pour moi ça ne change rien par rapport à une période normale. D'accord, on va parler du terrain cette fois-ci, en tout cas du ballon, du rugby, avec le 3e thème du soir, messieurs. Ce début du tournoi, Italie-France, ça sera samedi à 15h15. Normalement, le match aura lieu, il n'y a pas de mauvaise surprise à attendre. Avec du sérieux et de la rigueur, ça doit passer pour l'équipe de France? Oui, on l'espère, parce que là, ça serait une drôle de rechute quand même. Quand on voit la dynamique de l'équipe de France aujourd'hui de rugby sur ces derniers mois, voire même sur cette dernière année 2020, s'il y avait une rechute du côté de l'Italie, alors oui, il y a quelques joueurs absents, mais il y a quand même la majeure partie des cadres qui sont là. Donc oui, s'il y avait une défaite, ça serait une sacrée rechute et un sacré coup d'arrêt aussi dans le projet et dans le développement de cette équipe, je pense. C'est très français quand même d'avoir des matchs pénibles face aux Italiens, non? Non, des débuts de tournoi toujours poussifs, il faut se mettre dedans. C'est pas ce que j'ai pensé quand j'ai vu le match de la Autumn Nation Cup France-Italie, où non, je suis très consterné. Le contexte n'était pas le même, pas à l'automne aussi. Vous allez me dire, non, J'espère que les Italiens, chez eux, même s'il n'y a pas de public, vont se sublimer pour donner du fil à retordre aux Français pour qu'on voit un vrai match de rugby. Mais
le niveau moyen de ces joueurs italiens est tellement faible que j'en doute. Oui, c'est vrai que. Mais en fait, c'est plus des fois on se met à leur niveau, donc c'est là où c'est plus compliqué que pour nous. Et c'est vrai que sur le match de cet automne, je crois que ça avait été quand même assez compliqué pendant un bon bout de temps. Et après, quasiment une mi-temps, non? Évidemment, ils s'étaient détachés. Et avec les Italiens, c'est le problème, c'est qu'ils lâchent toujours au bout de la 60e minute de jeu. Voilà, ils n'arrivent jamais à tenir les 80 minutes de jeu. En plus, là, ils ont quand même perdu pas mal de cadres ces dernières années aussi, donc ils sont un peu en reconstruction. Mais ouais, ça doit passer pour l'équipe de France et peut-être même avec le bonus. L'équipe de France de Cameron Wauquiez qui tweet sa préparation intense pour ce match d'équipe de France. Est-ce qu'elle est favorite de ce tournoi? La France jouera en Irlande, recevra l'Écosse, ira en Angleterre et terminera par le Pays de Galles au Stade de France. Après ce match en Italie, est-ce qu'elle fait partie ou en tout cas, est-ce qu'elle est la favorite? Comme l'annoncent les bookmakers anglais depuis l'automne, nos amis anglais. Oui, non, mais bien sûr, tout le monde s'attend comme ça à spontanément un mano à mano avec l'Angleterre, mais moi je vois que Romain Ntamak est blessé, Jérémy Vakatawa est blessé, Boutier, très bon l'année dernière, semble un peu en dedans. Il y a quelques inconnus comme ça. Il y a Brice Dulin qui est très bien. Brice Dulin était très bon, en effet, après 2 ans et demi, 3 ans, je crois, d'absence. Mathieu Jalibert est en pleine ascension. Donc je dis que oui, pourquoi pas, mais il faudra gagner à Twickenham, ça sera vraiment très difficile. La France favorite ou pas, Clément? La favorite, je dirais pas, mais parmi les favoris, évidemment, voilà, oui, en dessous de l'Angleterre. En fait, c'est surtout le calendrier qui me fait dire ça, parce que quand vous allez jouer à Twickenham et puis en Irlande aussi, à Dublin, c'est là que ça va être compliqué et il va falloir aller gagner 2 gros matchs à l'extérieur, peut-être, bon, 1 ou voire 2. Donc ça, par rapport au calendrier, c'est difficile de dire qu'elle est favorite aujourd'hui. Puis je pense que, comme l'a dit Jérôme, il y a un vrai point d'interrogation, c'est qui va remplacer Vakatawa. C'est quand même le pilier de l'attaque de l'équipe de France ces derniers mois au centre, évidemment. Et donc là, on se dit, autant le poste de numéro 10, on a un vrai numéro 2, ou même un numéro 1 bis, on pourrait dire. Au poste d'arrière, pareil, vous l'avez dit, avec Dulin, ça devrait le faire. Mais là, Vakatawa, c'est vrai que c'est plus compliqué à remplacer. Est-ce que Mathieu Jalibert joue très gros? Très gros, oui, quelque part, mais... en l'absence de Romain Ntamak blessé. Je ne le formulerai pas comme ça. Je dirais qu'il a la chance de sa vie. Voilà. Mais il est tellement fort, il a tellement de sang-froid. Il arrive à la maturité suffisante pour gérer le jeu des Bleus et accepter la pression qui entoure le jeu de l'équipe de France quand même, non? Alors, je ne prétends pas le connaître très bien. Je l'ai interviewé plusieurs fois, je l'ai croisé plusieurs fois. Il me semble assez imperméable à la pression. Il fera le match qu'il devra faire avec ses qualités et ses limites peut-être, mais moi j'ai tout à fait confiance en lui. Il faudra voir aussi comment l'équipe de France domine collectivement les équipes d'en face, parce que le numéro 10, c'est toujours beaucoup plus facile pour lui de jouer quand les avants avancent. Et c'est la grande force de l'équipe de France aujourd'hui, c'est qu'il y a des avants qui avancent et qui font des différences. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de jouer dans un fauteuil comme jouait Ntamak ces derniers mois que de jouer à reculons, comme ça a pu être le cas d'ailleurs sur les entrées en jeu de Jalibert, je me souviens, en 2020. Donc oui, là, on va voir. Mais c'est vrai que c'est la chance, peut-être pas de sa vie, mais c'est vraiment une grosse chance pour lui. Et puis surtout, on est à 2 ans de la Coupe du Monde. Donc au bout d'un moment, il ne va plus rester beaucoup de temps pour s'affirmer. En gros, là, il faut profiter de l'absence de Romain Ntamak. Comment s'appelle son demi-mêlée là, qui joue à ses côtés là? C'est le petit Dupont. Antoine Dupont. On est très fort, et alors quand on a Dupont à côté de soi, on devient hyper fort. C'est pas la phrase du soir, mais pas loin. Petite question pour terminer le tournoi sans public. Est-ce que la magie opère encore ou bouffe, hein? Ah non, le tournoi, c'est la plus belle compétition du monde, ça reste le tournoi. N'y touchez pas, je demande au fonds souverain là, qui tourne autour de ne pas y toucher. Je parlais du public, je parlais pas voilà, ce que je veux dire, c'est business, Jérôme Prévost. Tout le monde comprend qu'il n'y ait pas de public à cause du Covid-19, mais le tournoi, c'est la plus belle compétition du monde, tous les sports nous l'envient. On l'a encore vu, même les test-matchs, ça reste quand même... hyper intéressant, assez extraordinaire. On se souvient au mois d'octobre, il n'y a pas plus longtemps que ça, du Angleterre-France. Voilà, on a tous vibré devant notre télé, malheureusement pas au stade, ce qui est un peu dommage, mais pour le coup, oui, ça reste quand même le tournoi destination, ça reste un rendez-vous incontournable pour moi. Écosse, non pas Écosse, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi Écosse, Italie-France samedi, c'est à 15h15, début du tournoi destination pour les Bleus. On en reparlera bien évidemment de ce tournoi ici même. On va terminer cette émission par la Pro D2, 18e journée le week-end dernier. Il n'y en aura pas ce week-end, mais après, dans 2 semaines à cause du tournoi. Alors, revenons sur cette 18e journée, notamment dans le haut tableau, avec Biarritz, auteur d'une grosse perf, en s'imposant à Colomiers, concurrent direct pour l'accession aux phases finales. Est-ce que le BO est quasiment intouchable en ce début d'année? Non, parce qu'ils ne sont pas dans les 2 premiers. Non, ils sont 3e. Voilà.
Intouchables, je dirais pas ça, mais ils sont sur une bonne performance. Ils ont fait un bon match à Colomiers. Je trouve qu'ils méritaient de gagner sur l'ensemble du match. Alors tout le monde a retenu la dernière action qui est extraordinaire, rocambolesque. De fou. Mais il ne faut pas résumer le match à ça si on veut faire de l'analyse. Moi j'ai vu une très bonne équipe de Biarritz qui a été plus complète que Colomiers, me semble-t-il légèrement. Donc c'était tout à fait mérité. Puis il y a de très bons joueurs. Bon, Saïli, Armitage, Perrault, Hart, enfin je m'arrête là. C'est un final de dingue. Colomiers marque et le BO arrache la victoire dans la dernière seconde quasiment. Ah bah l'essai, oui, c'est complètement dingo. Hein. Il faut le regarder pour le croire, on va dire ça comme ça. Donc, Parce oui, que les Colomiers ont 2 fois le ballon pour taper en touche, arrêter le match. Est-ce que ça peut changer quelque chose dans la tête des Basques de gagner comme ça un match? Se dire que ça tombe du bon côté quand même, des fois ça fait du bien aussi. On se dit, il y a peut-être quelque chose qui peut se passer cette année, quoi. En tout cas, ils confirment leur très bonne saison jusqu'à maintenant. Ce qui est un peu bizarre, c'est que des fois ils ont des couacs qu'on ne voit pas du tout venir. D'un seul coup, ils ont un match nul à domicile. Oui, une défaite contre Valence. Ou une petite défaite. On ne sait pas d'où ils les sortent d'ailleurs, ces matchs-là, où c'est contre-performance. Ouais, je sais pas. Dit le président de Biarritz, qui avait envoyé des images sur Twitter. C'est vrai, il n'avait pas aimé. Ouais. Voilà, il n'avait pas aimé. Non, mais sinon, dans la globalité, ils font quand même une saison remarquable. Aller gagner à Colomiers, c'est quand même assez énorme, parce qu'on peut juste citer que Perpignan a, par exemple, chuté là-bas, alors que Perpignan, aujourd'hui, est pas loin de survoler la Pro D2. Donc... Non, c'est vraiment très très solide ce que fait Biarritz cette saison, quoi. Un mot du bas de tableau de cette Pro D2, Mont-de-Marsan avec une équipe remaniée a pris une petite fessée à Nevers, logique, 36-6. Mont-de-Marsan. Il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Non, Mont-de-Marsan avant-dernier. Ils ont pris tous pour qu'ils se maintiennent parce que moi j'aime les Landes et c'est un club historique. Et moi je rêve de voir Dax et Mont-de-Marsan en Pro D2. Et peut-être même en top 16. Mont-de-Marsan y est pour l'instant, Dax fait la remontée, c'est pas encore pour demain. Juste un mot de Mont-de-Marsan, c'est logique, hein? J'ai pas vu le match. Non, mais prendre 36 points à Nevers, qui est à la montée. Bon. Ils ont fait tourner les Montois. Il y a eu des jeunes joueurs qui ont été prometteurs. Exactement, quoi. Je pense pas que c'est pas ce genre de match qu'ils vont cibler en se disant on va se sauver grâce à ce match-là. Je pense que c'est pour ça que ça s'est passé malheureusement comme ça. Derrière Mont-de-Marsan, il y a Souriau-Angoulême, dernier de la classe, qui a fait match nul à Valence-Roman, 25-25, qui a arraché le match nul sur le fil. Ça n'a pas du tout plu à Vincent Etcheto, le coach des Charentais, parce qu'il pense que son équipe aurait pu s'imposer avant. Est-ce que ça va lui coûter très très cher ce match nul à Souriau? C'est ce qu'il dit lui. Après, il y aura il y aura le déplacement à Oyonnax et la réception de Perpignan. Match nul à l'extérieur chez un concurrent direct, c'est quand même pas mal quand on a traversé des moments difficiles comme Angoulême. Après, d'après le contenu du match, c'est vrai que c'est assez frustrant parce qu'ils ont marqué plus d'essais, 3 essais à 1 je crois. Ils ont été plus forts dans le jeu en général. Ils se sont fait prendre sur des ballons portés et on a senti Vincent Etcheto très en colère contre son pack, sa conquête. Mais est-ce que c'est pas ça le rugby éternel? Le rugby, c'est pas que des arabesques. La pluie, le vent et 6-3. Après, je comprends on sait. Après, je comprends. Il a dit le talent tout à l'heure. Il a du talent aussi quand même. Je comprends la déception de Vincent Etcheto, qui est un homme formidable et un très bon entraîneur. Mais je pense qu'il a hérité d'un groupe qui a forcément des limites. C'est une mauvaise opération, surtout au classement, parce qu'en fait, c'est peut-être un concurrent direct au maintien, mais il y a un petit creux entre eux et justement Valence-Roman, toutes les équipes qui sont un peu au-dessus. Et du coup, la victoire n'était pas obligatoire, mais bon, c'est vrai que c'est dommage finalement de conclure sur un petit match nul là-bas, alors qu'ils avaient une belle opportunité de recoller et après, du coup, de se relancer aussi dans une dynamique qui les aiderait à se sauver quand même, parce que malheureusement, ils sont un peu décrochés, quoi. Il y a un essai de Taleboula. 12 matchs pour se sauver. Oui, mais et Taleboula. Oui, qui a marqué son essai. Souriau-Angoulême qui a des matchs de plus que ses concurrents directs. Devant, ça va être très compliqué. Si devant, ça perd pas, franchement, on les voit difficilement revenir. Malheureusement pour eux, ils ont pris tellement de retard aujourd'hui que c'est vrai que je ne veux pas être défaitiste, mais et Jérôme, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que c'est... Je crois la vérité des chiffres, mais Vincent Etcheto est un homme si spécial, au bon sens du terme, que je le sens capable de gravir des montagnes, même très escarpées. Bon, magnifique ce soir. Une âme de poète, Jérôme Prévost. C'est la conclusion, la vôtre, Clément. Est-ce que vous voyez Souriau-Angoulême ce matin? J'arriverai pas à faire mieux que Jérôme, donc je vais m'arrêter là. Non, mais ça va être très compliqué pour eux de se maintenir, clairement, aujourd'hui. Et puis, même si Vincent Etcheto, je ne vais pas contredire Jérôme, doit faire un travail formidable, malheureusement, on n'a pas non plus vu un énorme changement depuis qu'il est là en termes de résultats. Donc c'est aussi ça qui me fait dire que ça va être compliqué de remonter. Je crois que vous avez cité en plus les 2 prochains matchs, autant dire que là ça va être Oyonnax et réception de Perpignan. Ouais, donc autant dire qu'il faudra faire le bilan, notamment après ces 2 matchs-là, et combien ils ont de points de retard sur les équipes au-dessus, mais ça risque d'être très très compliqué pour se sauver quand même. On suivra ça de près ici même. Merci beaucoup Jérôme Prévost d'être venu sur ce plateau. Clément Carpentier pour l'émission Rugby, journaliste à Midi Olympique. Pour vous, Jérôme Prévost, Clément Carpentier à 20 minutes. Merci. Vacances oblige, on se retrouve le 22 février. D'ici là, on rentre au vestiaire et on va prendre du repos. Belle soirée à vous, merci. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.